Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Julien Calamotte dans le podcast. Donc, je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Alors, avec Julien, j'ai fait le calcul. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés au séminaire. Je sais pas si tu te souviens, séminaire à Villefranche, séminaire Oui, Monétrie. totalement, totalement. Euh, Séminaire que tu avais organisé avec Alex et dans lequel moi j'animais une partie sur la banque Oui, à exactement. l'époque. Exactement. Dans le joli théâtre d'Alex. Voilà, exactement, c'est Mm. ça. Donc c'était bien cool. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, Julien. J'aimerais que, attention, en 1 minute maximum, tu nous dises qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu? Ok, j'ai pas mis le chrono, mais je vais essayer de faire vite. J'ai 40 ans depuis cette Ouais. année. J'ai 3 enfants. Je suis marié depuis longtemps, depuis 2009. Voilà, et j'habite à Toulouse, je suis né à Toulouse, j'ai vécu ailleurs, dans un autre pays pendant 5 ans, et pays dans lequel je retourne dans quelques temps, et je suis, dans quelques jours d'ailleurs, et je suis entrepreneur dans l'immobilier depuis quelques années maintenant, et j'ai toujours oscillé entre salariat à des postes d'assistant au départ jusqu'à des postes de direction de boîte, et l'entrepreneuriat, puisque depuis 2010, depuis 2009 aussi, l'année durant laquelle je me suis marié, j'ai créé une première boîte. Donc ça fait plus de 15 ans que finalement je baigne dans le monde de l'entrepreneuriat et du salariat plutôt managérial. Voilà. Ok, bon bah écoute, on va avoir pas mal de choses à se dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai 2 questions communes à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie. Et si oui, pourquoi? Euh, ouais, c'est délicat comme ça spontanément. Mhm. J'ai j'ai, euh, j'ai pas vraiment de personnes de manière comme ça identifiée. Ça me viendra après l'épisode sûrement. Ouais, J'ai plutôt, en général, les sportifs de haut niveau, mais sport individuel, euh, ok. voilà, qui m'inspirent pas mal par, on va dire, la volonté d'entraînement, l'assiduité, le fait d'assumer quand on n'est pas bon seul, le fait d'essayer aussi de se féliciter seul quand tu es bon. Voilà, je suis pas très sport-co de manière Mhm. générale, même si j'adore travailler en équipe dans le monde du travail, mais c'est autre chose. Et créer des choses à plusieurs et fédérer autour d'un projet. Mais je suis pas du tout sport-co, j'aime bien assumer mes propres erreurs et me féliciter de mes propres réussites. Voilà. Et j'ai du mal à accepter en fait que quelqu'un dans une équipe puisse faire perdre une équipe par exemple. Tu vois, j'ai du mal. Donc j'ai toujours fait des sports individuels et donc les sportifs de haut niveau individuels m'inspirent pas mal. Quelques entrepreneurs, mais en général c'est plutôt ceux qu'on voit pas trop. Ok. Voilà, donc c'est des gens plutôt d'un réseau en local, voilà, qui ont bien réussi et se sont bien relevés aussi après des échecs. C'est plutôt ça. Ok, bon bah écoute, je te remercie. Et deuxième question, commune à chaque invité, quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens? Des valeurs qu'on t'a transmises ou alors des valeurs que tu as apprises tout au long de ton parcours, justement. Ouais, ça c'est plus facile parce que c'est des choses qui m'animent et qui animent les équipes aussi au quotidien. La première valeur pour moi, la plus importante, c'est l'intégrité. Ok, C'est vraiment ce, ce- ce respect d'un environnement, d'un contexte, d'une personne, d'un mentor éventuellement, ou enfin, en tout cas, de respecter, par exemple, dans le monde de l'entreprise, de respecter ses collègues dans une équipe, respecter ses managers, respecter aussi les gens que tu manages et respecter la boîte aussi, tu vois, qui te nourrit. Moi, quand j'étais salarié, j'ai toujours vachement respecté la boîte dans laquelle je travaillais et vachement respecté les gens qui la faisaient tourner au final. ok, Euh, voilà, et j'ai vachement respecté les gens avec qui je travaillais de manière générale, même ceux qui me respectaient pas trop, parce que ça arrive. Et on en a aussi, soit en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur. Et voilà, donc intégrité, très important pour moi. Je dirais ensuite la valeur partage aussi, tu vois, cette valeur de se dire, ok, pour recevoir, il faut donner en fait. Et souvent, en fait, les gens qui donnent beaucoup finissent par recevoir. Alors ça peut être long aussi, mais j'aime bien cette valeur partage. D'ailleurs, je trouve que c'est assez relatif avec le podcast. c'est Euh, ce que j'allais dire, ouais. ouais, tu vois, aujourd'hui, toi, tu fais un podcast, tu fais un épisode, bah, tu partages. Et je trouve ça vachement intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai voulu créer un podcast aussi il y a quelques années parce que
j'avais envie de partager, voilà, sans raison particulière. J'avais juste envie de le faire. Voilà, et si j'en dois en donner une troisième, parce que j'aime bien le chiffre 3, c'est euh, le respect, mais ça va avec un peu l'intégrité, quoi. C'est-à-dire juste respecter les gens, respecter la valeur travail aussi. Ouais, juste le respect. Voilà. Et tu vois, je dis ça, hier, je me suis fait voler mon scooter Ah putain, les boules. en centre-ville de Toulouse. J'ai couru après le mec, je l'ai vu. Tu vois, bon, je me dis, voilà, on n'a pas tous les mêmes valeurs, évidemment. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est dans les grandes villes, ça arrive. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose que moi, je serais incapable de faire, par exemple. Et je suis plus du genre à, je sais pas, trouver un portefeuille par terre, regarder la carte d'identité, essayer de trouver les coordonnées. Bon, petite coupure où tu nous parlais justement de ta dernière valeur qui était le respect. Ouais. Maintenant, Julien, avant qu'on déroule sur la partie IMO, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Je sais pas, au niveau de tes études, au niveau de ton parcours, tu parlais de salariat tout à l'heure, un petit peu savoir ce que tu as fait exactement, pour comprendre un petit peu du coup ta démarche et qu'est-ce qui a fait que petit à petit tu as évolué sur la partie IMO. Oui, bien sûr, j'ai fait mes études au Canada, à Montréal, et Ouais, donc j'ai fait une prépa HEC que j'ai arrêtée parce que ça me plaisait pas du tout. J'étais pas trop fait pour ça, et du coup je suis parti en sciences politiques, mais en communication politique. ok, Voilà, donc rien à voir avec ce que j'ai fait après. Et quand je suis revenu en France, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistant e-marketing dans l'e-commerce. Parce que dans la communication politique, ce qui me plaisait, c'était plus la communication que la politique. Donc du coup, j'ai voulu aller dans la com qui était, on va dire, bah, à ses débuts, à l'époque, c'était l'e-commerce et le marketing en ligne. Donc je suis parti, c'était en 2008, hein. Donc c'était vraiment les débuts du marketing en ligne. Et je suis parti, j'ai fait assistant e-marketing, après j'ai évolué et très vite, en fait, un an après, j'ai été sollicité par des gens qui avaient créé une boîte dans les compléments alimentaires sur Internet et qui ok, voulaient, qui n'arrivaient pas à faire décoller la boîte, qui connaissaient très bien le produit, très bien la cible, etc., mais qui ne connaissaient pas du tout le marketing en ligne. Je me suis associé avec eux, j'ai pris un tiers du capital, on était trois. J'avais 24 ans à l'époque et du coup on a commencé à développer la boîte, on l'a vendue quelques temps après. Et, euh, et tout ça, je l'ai fait en tant que salarié à côté. J'étais salarié à côté. ah Et ouais, donc c'est là que j'ai mis un premier pas dans finalement l'entrepreneuriat, même si je n'avais pas créé à l'époque, mais j'avais développé plutôt. Et puis rapidement, au bout de 2 ans et demi de salariat, j'ai monté une agence e-commerce pour justement vendre mes prestations de services, parce que j'ai vite identifié qu'en fait, vendre mes compétences que j'avais en tant que salarié allait être bien plus rémunératrice que me les faire payer par une entreprise. Après, attention, hein, je dis ça, c'est pas donné à tout le monde parce que il faut trouver des clients. Et souvent, la problématique, d'ailleurs, même d'un artisan, c'est qu'il peut faire très bien son travail, mais il peut ne jamais le vendre parce qu'en fait, il sait pas trouver des clients. c'est ça. Donc, on est tous un peu des artisans quand on est à notre compte. Et on a tous pas forcément les mêmes aptitudes au niveau relationnel, quoi. Donc c'est aussi ça la problématique de beaucoup de gens qui veulent se lancer en entrepreneur, en solopreneur on va dire, c'est que ils n'arrivent pas derrière à générer du business même s'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et il y en a qui sont très nuls dans ce qu'ils font et qui arrivent à générer beaucoup de business. Donc, voilà. Mais ça en général ça dure moins longtemps. Euh, C'est ça. c'est 1 année, 2 années de folie et après bon bah, c'est difficile de faire de la récurrence quoi. Donc voilà et en fait bon pour la faire courte j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2010. J'avais acheté une résidence principale dès que je suis rentré en France en 2008 avec mon épouse Ok, Sabrina et en 2010 on a commencé à acheter un premier appartement en centre-ville de Toulouse. 3 mois après début 2011 on en a acheté un autre. 2013, on a acheté des locaux commerciaux pour nos activités e-commerce qu'on développait parce qu'on rachetait des sites e-commerce, on les boostait, on les crachait ou on les revendait. Voilà, on crée aussi pas mal de trucs. Et on a acheté des locaux commerciaux. Donc on a créé notre première SCI familiale en 2013, donc ça fait 12 ans, et qui existe toujours. Et voilà, on a monté plusieurs business, donc ça nous a un peu éloigné de l'immobilier, en dehors de ses activités professionnelles. Et je me suis remis à investir fortement dans l'immobilier fin 2017 en reprenant un CDI ok, principalement, après avoir craché une boîte qui m'a coûté assez cher et qui m'a réendetté pour 6 ans. Mais malgré cet endettement que j'ai repris parce que je voulais pas activer les cautions quand j'ai liquidé la boîte.
Donc j'ai repris cet engagement. J'ai pris un crédit de restructuration en fait pour pouvoir restructurer toutes les dettes et pas activer les cautions de BPI France par exemple qui avait Ok. couvert le prêt. Bon, tu es dans le monde de la banque donc tu dois connaître. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une très bonne image auprès de la banque pour le coup parce que j'ai assumé mes erreurs et j'ai assumé jusqu'au bout. Donc j'ai payé quand même 6 ans de dette à fond perdu tous les mois. Ça c'est vraiment du fond perdu parce que tu payes un truc qui n'existe plus, en l'occurrence un magasin de vélo et une activité dans e-commerce dans le monde du vélo que tu as craché. Donc ça c'était assez hard parce que c'était quand même 650 € par mois pendant Putain, énorme. 6 ans. Ouais. Donc voilà, et donc j'ai repris un boulot salarié et du coup je me suis dit bah chouette j'ai un CDI, les taux sont bas, là j'ai regardé en arrière, je me suis dit putain t'es con si t'avais acheté ne serait-ce qu'un bien comme tu l'as fait au début tous les ans, bah du coup aujourd'hui c'est des choses qui te resteraient parce qu'après j'avais tout revendu, il ne restait plus que notre résidence principale et ses appartements. On Ok. avait revendu les locaux commerciaux aussi parce que on avait des locataires un peu indélicats, donc c'était compliqué nous de remettre au pot, sachant qu'on n'avait plus une thune pour vivre chaque jour, quoi. On n'avait que notre maison et il fallait payer le crédit. Donc voilà, et ce boulot salarié m'a fait du bien après avoir craché cette boîte qui nous a fait mal. Parce que ça m'a permis de réinvestir dans l'immobilier, ça m'a permis de retrouver aussi un salaire avec mes compétences de vite évoluer dans une boîte et de rentrer au comité de direction. Et voilà, et donc du coup c'est comme ça qu'on a réinvesti massivement dans l'immobilier, puisque la première année on a acheté 11 biens en 12 mois. Donc Ah on oui, a vous avez vraiment fait fort. Ouais. accéléré. Ouais, on a vraiment accéléré, dont une résidence principale d'ailleurs, parce qu'on avait déménagé entre temps aussi. Et, euh, et on a continué depuis. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui on a pas mal de biens, mais à la limite on court pas après le nombre de biens, parce que c'est plus nous en taille de patrimoine en fait, nous, on est des obsédés de la construction de patrimoine plus que de collectionner les biens et les locataires. Donc, on achète des biens qui sont quand même plutôt bien placés, qui coûtent assez cher au mètre carré. Donc, en fait, Patrimoniaux, ouais. voilà, très Bien patrimoniaux patrimoniaux. et du coup, c'est plus pesant en termes de chiffres que de nombre. Enfin, pardon. C'est plus pesant en termes de valeur que de nombre d'appartements. Et on a aussi développé depuis 2019 maintenant des activités de marchand de biens aussi à côté, mais ça n'a jamais été notre activité principale et ça ne le sera jamais. Malgré tout, on fait des années avec 1 million, 1,2 million de reventes. Donc voilà, c'est quand même une activité qui fait un peu de volume, mais c'est pas notre activité principale, puisque notre activité principale c'est une boîte d'investissement clé en main qui s'appelle Artae et qui accompagne les investisseurs de A à Z en fonction de leurs besoins aussi, avec une offre à tiroir pour qu'ils investissent dans l'immobilier locatif de manière assez sereine, à distance ou pas, parce qu'on a des clients partout dans le monde et des clients en local aussi dans les différentes villes où on est. Voilà. Ok. Bon bah écoute, on va avoir pas mal de choses à se dire du coup sur les différentes parties, notamment pour revenir en fait au locatif. Du coup, j'avais bien aimé aussi ta présentation parce que tu avais fait une présentation lors du séminaire à Villefranche où tu parlais justement toi au niveau de l'enrichissement. Tu disais, tu sais, il y en a qui vendent, on va dire, l'enrichissement rapide, où en fait tu fais du rentable, mais pas forcément du patrimonial. Et toi, du coup, tu prêches l'inverse en disant que tu préfères faire du patrimonial. Qu'est-ce qui fait du coup que tu préfères faire du patrimonial par rapport à, on va dire, à du nombre? Ouais, alors première précision, c'est que ce discours, je le tiens depuis le début, c'est-à-dire Hmm. ça fait 15 ans que je fais ça. Et donc je l'ai tenu quand les taux étaient à 1% et je le tiens toujours quand les taux sont à 4 et je le tenais quand j'ai commencé à investir que les taux étaient à 5. Donc voilà, je suis assez raccord sur cette stratégie. Je l'ai écrit dans mon livre en 2020, donc au moins quand c'est écrit, c'est publié, on C'est ne peut pas ça. le remettre en question. Et en 2020, pourtant, les taux étaient historiquement bas et je prenais absolument pas cette méthode du 110% cash flow, etc. Même si j'ai fait du 110%, mais je crois que l'immobilier, c'est un sujet de long terme, un sujet à inertie, et que c'est du temps long l'immobilier, c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire même plus. C'est pas pour rien d'ailleurs que, par exemple, en France, tu as une exonération sur la plus-value à 30 ans, sur la revente. C'est qu'on considère que si tu gardes pas les biens longtemps, c'est plus une activité, au final, assimilée à une activité professionnelle qu'à une activité patrimoniale, enfin, qu'à quelque chose de patrimonial. Et en fait,
L'immobilier, quand tu regardes historiquement, les prix montent toujours. Quand tu prends des périodes longues, comme la bourse, et la bourse c'est pareil, hein, on investit sur du temps long. C'est Les ça. gens qui essaient de faire des coups d'opportunité, en général, statistiquement, ils se cassent la gueule, hein. C'est comme le casino. Le casino est toujours gagnant, même si tu peux gagner quelques soirs d'affilée. Mais sur le long terme, il est toujours gagnant. Là, c'est pareil. Voilà, donc, c'est vrai que j'avais développé dans mon livre un concept d'enrichissement latent. Cet enrichissement latent, c'est l'addition de trois choses. C'est l'addition du capital amorti grâce à l'effet de levier et donc au crédit bancaire, de la plus-value latente à la sortie, chose qu'oublient souvent les gens dans l'immobilier, parce qu'ils se concentrent trop sur le dernier pilier du triptyque, on va dire, qui est le rendement annuel, qui lui peut sortir une trésorerie excédentaire, qu'on appelle à tort souvent le cash flow dans le monde de l'immobilier, alors qu'en fait le cash flow c'est un flux de trésorerie, hein, qui soit négatif ou positif à la fin du mois, c'est juste le sous qui rentre. En fait le cash flow c'est le loyer, et même si toi à la fin du mois il te reste rien, c'est quand même un cash flow le loyer, hein. Voilà, c'est un flux de trésorerie. Mais clairement, l'addition des trois te permet d'avoir une vraie visibilité de la rentabilité d'un investissement à terme et à son terme surtout, parce que c'est difficile d'apprécier la qualité d'un investissement sur une année isolée, qui est la première année par exemple d'exploitation, sans considérer le capital que tu amortis et combien de plus-value ou de moins-value tu vas refaire à la sortie. Parce que d'ailleurs c'est souvent ça, c'est-à-dire que les investissements à rendement très court terme, donc ça veut dire je sais pas, par exemple je suis à 10 points de rendement annuel à court terme, souvent tu ressors avec très peu de plus-value, voire pas du tout, voire une moins-value. Et à contrario, des biens où tu vas être à 5-6 points de rendement, tu vas sûrement et très certainement même sortir avec une plus-value à la sortie. Et l'un dans l'autre, tu te rends compte qu'à la fin, finalement, la rentabilité de l'investissement, qui est différente du coup du rendement qui est plus court-termiste, la rentabilité de l'investissement à terme, c'est la même que tu as investi dans un immeuble de rapport dans une ville de 3000 habitants ou dans une ville de 600 000 habitants, en hypercentre. Parce que c'est construit, la rentabilité elle est construite différemment, mais in fine, il y a des courbes qui se croisent à un moment donné, et la Mhm. rentabilité, elle se croise aussi, et c'est la même. C'est juste que, comme les gens sont impatients, ils sont souvent sur des stratégies plutôt court-termistes, attirés, hein, comme beaucoup, par le gain facile, en fait, voilà. Euh, mais ils se projettent difficilement à terme, en fait. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que j'avais bien aimé ton discours sur ce point-là. Et histoire qu'on se rende un petit peu compte, toi, on va dire en valo brut, global, tu sais ce que ça représente, tout ton patrimoine? Un peu moins de 5 millions aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, avec encore beaucoup de dettes. Je pense, alors quand je dis patrimoine, c'est pas que IMO, hein. Il y a aussi du patrimoine liquide, il y a Mhm. autre chose, enfin financier, liquide et autres. Mais grosso modo un peu moins de 5 millions et à peu près entre, je pense, aujourd'hui 3 millions, 3 millions 3 de dettes d'encours encore à rembourser. Euh, voilà, et parce que je continue aussi à acheter, je continue à utiliser de la dette évidemment pour acheter, même si aujourd'hui je mets beaucoup plus d'apports qu'au départ, parce que le risque est quand même beaucoup plus gros pour une banque aujourd'hui. Euh, Évidemment, on ne parle plus à ce niveau-là de taux d'endettement et de critères HCSF et compagnie. On est donc sur d'autres critères. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ce que va regarder une banque, par exemple, c'est plus quelle est cette marge hypothécaire, quel est le collatéral qu'on peut prendre à côté, comment on peut se sécuriser, parce que tu le sais très bien, ce qui intéresse une banque, c'est de sécuriser euh, surtout son risque. Et finalement, que tu génères toi 50 euros de cash pour aller les cramer au restaurant chaque mois ou que tu aies 50 euros d'effort à faire, c'est pas trop ça qui va changer la sécurité de la banque, c'est plus quel patrimoine tu vas lui donner en garantie, quoi. C'est ça. Et puis justement, on va dire, tu as pris les devants par rapport à la question suivante que j'allais te poser, c'était par rapport justement à ta démarche en fait de continuer à développer ton patrimoine. Justement, vu que tu es sur des biens qui sont patrimoniaux, du coup avec une rentabilité qui est plutôt, on va dire, faible par rapport à, tu vois, à ce que certains peuvent proposer Mm. sur Internet. Du coup, tu disais, bah toi, le tips, on va dire, c'est du coup l'apport. Mm. Pour que déjà pour baisser tes mensualités et surtout voilà, tu es totalement en dehors on va dire des contraintes HCSF parce que pour rappel voilà, on est à 35% maximum d'endettement et la banque a le droit de déroger à hauteur de 20% pour certains dossiers, donc principalement pour de la résidence principale, mais on arrive à faire du locatif et toi t'en es la preuve.
ce que tu continues à développer. Et du coup, justement, dans cette démarche de développement de patrimoine, toujours au sein de la même ville, ou est-ce que tu cherches un petit peu à développer un peu à droite à gauche? Moi, j'ai commencé vraiment en centre-ville, donc très patrimonial. Ouais, Ensuite, comme tu le dis, comme ça générait quand même un effort d'épargne, chaque bien générait un effort d'épargne, même si c'est entre 50 et 200 euros, tu vois, par bien. Bon, mais quand tu les cumules, quand on a 10, ça fait déjà entre 500 et 2000 balles par mois, tu vois, donc ça va vite. Donc au bout d'un moment, je me suis excentré un peu et je suis allé dans une ville moyenne autour d'une grande ville, hein, en l'occurrence de Toulouse. Et ça m'a permis d'aller chercher un peu plus de rendement à court terme, mais en restant sur une stratégie que j'estime hybride, c'est-à-dire qu'on est ville moyenne, 35 minutes d'une grande ville, toutes les commodités, jolie qualité patrimoniale aussi. Et du coup, ça permet de pas trop prendre de risques non plus. Je peux aller acheter un truc dans une ville de 1000 habitants, tout délabré, où dès que je mets le moindre travaux, je suis hors du marché derrière parce que le prix au mètre carré est à 800 euros. Tu vois. Donc c'est pas trop mon truc. Voilà. Mais oui, j'ai diversifié un petit peu. Donc je dirais aujourd'hui, je suis sur deux villes principalement autour de Toulouse, plus le sud du Portugal parce que, je suis franco-portugais, donc j'avais une appétence sur le sujet, je connais bien la région. J'y vais, ça fait 20 ans que j'y vais. J'y allais même quand j'étais petit. Euh, et voilà, et donc c'est une ville qu'on développe aussi avec Artae. Enfin, c'est une zone qu'on développe avec Artae. Donc j'aime bien aussi faire un peu le labo avant de vendre des choses aux clients, tu vois, être un peu mon propre labo. Je faisais déjà ça en e-commerce, c'est pour ça que je montais des sites e-commerce avant de vendre les prestations. Et comme ça, je pouvais tester ce qui marchait et surtout ce qui marchait pas et le prendre pour moi. Donc ouais, voilà. Et là, l'idée, c'est au Canada aussi d'aller investir un peu. Euh, bon, je regarde quelques trucs, mais je serais plus aujourd'hui à me dire je vais diversifier à l'étranger pour diversifier des économies, des systèmes politiques différents et pouvoir de la devise différente. ouais, ok. Typiquement, le Canada, c'est devise, ça pourrait être États-Unis, ça pourrait être d'autres zones du monde, plus qu'en France. Parce que moi, j'estime qu'en France, les gens, enfin, souvent, tu as un truc que tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est dans quelle ville investir, quelle est la ville la plus rentable de France, etc., où je dois investir. Et en fait, la première question que se posent les gens souvent, c'est mais où je dois investir? Je ne sais pas où investir. Mais en fait, j'ai envie de te dire, partout autour d'une grande ville, tu as toutes les stratégies. Que tu sois à Lyon, que tu sois à Toulouse, que tu sois à Nice, que tu sois peu importe où tu es, si tu prends un rayon d'une heure de route autour d'une grande ville, tu vas pouvoir adresser toutes les stratégies, tous les besoins, tous les budgets, tous les types d'exploitation, tout en fait. C'est Tout ça. fonctionne. Qu'il y ait la mer ou pas, qu'il y ait la montagne ou pas. Voilà. Mets-toi au milieu, prends une agglomération, fais une zone une heure autour, et voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, nos clients nous contactent souvent, nous disant, moi je m'en fous où je veux investir, je vous fais confiance à vous parce que vous maîtrisez très bien votre périmètre. Voilà. Et moi, j'ai jamais mis les pieds à Toulouse ou jamais mis les pieds à Lyon, mais ça ne me dérange pas d'investir à Lyon ou à Toulouse par exemple. Voilà. Ok. Et du coup, moi, ça me pousse une autre question là, parce que tu disais aussi que tu as déménagé donc au Canada. Toi, tout ton parc locatif pour l'instant, enfin, tu as une grosse partie en France, tu disais un petit peu au Portugal. En termes de gestion, comment tu fais au quotidien? Parce que je suppose que Ouais. c'est pas toi qui gères en direct du coup. Alors, beaucoup, jusqu'à Ah, ok, jusqu'à très peu de temps. Ouais, jusqu'à très peu de temps, figure-toi. Là, bon, nous, on a un service de gestion locative chez Artae pour la région toulousaine, donc c'est assez facile pour nous, pour le coup, puisque du coup, on a l'équipe en interne pour le faire. Donc, prendre 10 dizaines de lots en plus, au final, c'est aussi bon pour le business. trop Mais bien. c'est moins bon pour nous, parce qu'on délègue un peu de rendement. Mais moi, je suis plus. En fait, j'ai beaucoup gardé moi-même longtemps, et je pense que j'aurais dû déléguer avant, honnêtement. J'aurais mis mon temps, mon énergie et ma charge mentale ailleurs, parce que c'est beaucoup de charge mentale la gestion locative. Et sur le Portugal, c'est différent, c'est de la location courte durée, donc pour le coup, c'est de la conciergerie, ça se gère très bien. Et c'est de la location saisonnière, donc c'est un peu différent. Mais sur Toulouse, franchement, honnêtement, la gestion du patrimoine à distance, elle me fait absolument pas peur. Voilà, j'ai, on va dire, d'autres doutes en m'expatriant à 6000 km que la gestion du patrimoine. Ok. Bon bah écoute, je te remercie. On va faire une toute petite partie sur le marchand et ensuite on viendra sur Artae. Marchand, du coup, comment t'as atterri en fait dans le marchand de biens? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé Pas très simple, je vais faire rêver personne, pas de formation, pas de truc, un mentor qui est mon oncle, Ok, qui m'a donné envie de le faire, qui m'a donné envie de le faire parce que lui il le fait depuis 15 ans maintenant,
Et voilà, il m'a donné envie parce que j'ai vu les projets qu'il faisait, ça m'impressionnait énormément. Tu vois, des gros immeubles, tout fracassé, refaire des planchers, des trucs, enfin vraiment, ça m'avait vraiment impressionné. Bon, maintenant, c'est un peu notre quotidien, mais tu vois, à l'époque. Et du coup, sauf que je sais pas si c'était un mauvais gestionnaire ou pas, mais je sais pas, il a fait sûrement quelques erreurs ou des choix différents, en tout cas, et il avait jamais de trésor. Il avait Ok. jamais de trésor et moi j'en avais un peu et du coup on a fait un premier gros projet ensemble, un immeuble de 800 mètres carrés qu'on est allé diviser en 13 appartes, des garages, des box, un local commercial. Et du coup moi j'ai amené en fait les fonds propres euh, j'ai amené les fonds propres, la culture du financement, du montage bancaire, etc. Et lui a apporté plutôt la culture de la partie division, urbanisme, Partie terrain, ouais. terrain, travaux, etc. Sachant qu'il a aussi une boîte de travaux seconde œuvre, donc c'est assez facile pour lui de maîtriser tous ces sujets-là. Tu vois, les contraintes Enedis et compagnie, par exemple. Et donc, c'était génial. On a fait un super projet. Moi, j'avais juste fait un flip ou deux avant avec des apparts, tu vois. J'avais vite fait rénover et j'avais revendu, voilà. C'était une première expérience, mais franchement, voilà, j'avais fait quoi peut-être 10K et 15K sur un appart, tu vois, et des 15K sur un autre. Bon, c'était pas foufou. Là, sur cette OP, on a fait une très belle OP, 1,2 million de revente et 275 000 de marge, donc c'était pas mal, tu vois. Alors, attention, hein, marge pour l'entreprise, après il y a Oui, l'IS, après il y a ci, il y a ça, nanani. Bon, et on est deux. c'est ça, Bon, marge brute. Marge ouais, brute. voilà, à la fin, t'as pas de quoi t'acheter une Ferrari, on est d'accord, hein. Voilà, et puis c'est pas le but de toute façon, non, mais voilà. Comme j'ai toujours moi eu une approche très entrepreneuriale de l'immobilier, si tu veux, je parle toujours en marche pour l'entreprise en fait. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que l'entreprise gagne de l'argent parce que ben, tu vas voir un banquier, ce qui l'intéresse, est-ce que vous pouvez me donner vos bilans? Enfin, tu C'est vois, ça, voilà, toujours. bilan, feuille d'impôt, bilan, feuille d'impôt, bilan, feuille d'impôt. Sauf que les bilans, c'est toujours plus impressionnant qu'une feuille d'impôt. Parce qu'un bilan, tu as des gros chiffres dedans, quand même. Tu vois, une entreprise, ça gagne de l'argent. Et quand tu fais toutes les cascades d'imposition, ben, quand sur ta feuille d'impôt, il ne reste plus grand-chose. Tu vois. Donc ça impressionne aussi un peu moins. Et je trouve que c'est aussi intéressant de montrer que ton entreprise, elle a de la trésorerie, bon, malgré qu'elle paye de l'IS, tout ça, elle a de la trésorerie, elle a les reins solides, elle a des actifs. Et c'est ça qui est important aussi, je pense, de montrer. Et si tu n'as pas besoin, parce que ce n'est pas ton activité principale d'argent, ben effectivement, il vaut mieux tout laisser dans la boîte. Voilà. Et nous, c'était C'est notre ça. approche. Voilà. C'est ça. Et puis, Longtemps. je te coupe, désolé, mais c'est vrai que nous, ce qu'on regarde sur, on va dire, sur la partie pro, certes, tes revenus perso, si tu fais des investissements à titre perso, on va regarder ça, mais on va regarder la boîte, le résultat qui est dégagé. Et souvent, le chef d'entreprise, en tout cas, moi, c'est ce que je rencontre auprès de mes clients, le chef d'entreprise a du mal à payer de l'impôt. Sauf que si tu fais pas des gros résultats, tu viens pas augmenter tes fonds propres. Et en fait, déjà, c'est une première astuce, mais les fonds propres, en fait, on met à regarder ça, le fonds propre par rapport à ton total bilan de la boîte. Et donc voilà, le chef d'entreprise a du mal à payer de l'impôt et derrière, si tu n'as pas de résultats positifs ou des tout petits résultats, tu viens pas augmenter tes fonds propres. Derrière, ça laisse pas de marge si jamais il faut que tu augmentes ta rémunération. Parce que ça fait aussi partie des leviers, ou alors si tu veux te verser soit du salaire, soit des dividendes. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Il faut Alors, payer l'impôt. ouais, alors c'est exactement ce que je constate avec beaucoup d'entrepreneurs que j'ai autour de moi, c'est qu'ils ont une aversion à l'imposition et du coup ils mettent une grosse bagnole, un machin. J'ai des Oui, potes entrepreneurs, ils ont des boîtes qui font 2-3 millions d'euros de chiffre, ils ont un Cayenne, un machin, un truc sur la boîte, etc. Tu vois, le leasing ça leur coûte 1000, 1500, des fois 2000. J'ai un autre, il a une Porsche sur la boîte, c'est 2000 balles par mois, putain. tu vois. Parce que du coup, ben, ils disent, ouais, mais moi je veux pas laisser ça à l'État, machin et tout, donc j'en profite. Ouais, sauf qu'en fait, là il me dit, j'en ai plein le cul, j'ai envie de vendre ma boîte, mais il me dit, ma boîte elle vaut rien. Ben, je lui dis, c'est normal en fait. Hmm. Tu fais 30 000 de résultats par an, parce que manière de payer un peu d'IS, tu vois, tu fais 30 000 de résultats et tu fais 2,5 millions de chiffres. Évidemment que c'est pas, personne C'est n'en veut, tu c'est vois. pas vendeur, ouais. C'est pas vendeur. Tu récupères une coquille vide en fait, qui tient avec tes contacts à toi pour la clientèle en plus, tu vois. Donc, en fait, donc je pense, si on peut donner un petit conseil aux entrepreneurs, c'est
valorisez votre boîte comme elle doit l'être en fait. Voilà, parce qu'en fait vous allez jamais vous vendre. Par contre la boîte peut-être qu'un jour vous la vendrez quoi. Donc c'est elle qu'il faut valoriser. Un pour rassurer les banques et deux pour rassurer un futur acheteur et trois pour rassurer aussi vos salariés. Et vous rassurez à vous parce que en tout cas dans le monde de l'immobilier c'est hyper cyclique. Et franchement les bonnes années il faut mettre de côté pour les mauvaises quoi. C'est un peu comme ça que ça Exactement. marche. C'est surtout ça. Voilà. Et pourtant, je suis très dépensier, et je suis assez consommateur, et je suis pas du tout écureuil, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais un sou de côté, j'ai jamais un sou, voilà, parce que j'ai tout dans les boîtes par-ci, par-là. Mais je sais qu'en 3-4 mois, je peux réactiver des trucs, tu vois, et tout rapatrier au même endroit. Voilà. Mais c'est sûr que sur les comptes, il n'y a jamais grand-chose, tu vois. Voilà. Après, c'est juste une gestion différente. Oui, c'est ça. Et du coup, pour revenir à ton activité de marchand, tu disais du coup que c'est pas ton activité principale, mais que tu arrives quand même à tirer en chiffre d'affaires, attention, autour de 1 million, 1,2 million, c'est ça par an? Ça dépend des Depuis. années, parce Ça que en dépend des fait, années, comme c'est pas notre métier premier, il y a et qu'on le fait à l'opportunité, il y a des années, par exemple, si tu fais un gros projet, comme cet immeuble-là, tu fais un gros projet, tu peux passer finalement 1 an de rénovation sans avoir de revente parce que tu es focus sur ce projet-là. Donc pendant 1 an, tu vas rien revendre, par exemple, ou tu Ok, vas revendre très peu, et tu vas faire un peu de résultats par rapport à quelques ventes et la valorisation du stock, mais voilà. Donc on peut faire des années à 250 000 et on peut faire des années à plus d'1 million. Mais on arrive quand même à faire des belles années en général. Et comme on a plusieurs boîtes aussi de marchands, tu vois, on a 3 boîtes, ça dépend aussi des projets qui se débouclent sur les différentes boîtes, quoi. Donc là, je parle en consolidé sur les 3 boîtes, quoi, ok. qui ont des associés différents. Ok. Et tu parlais justement d'opportunités. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu te lances ou pas sur une OP? C'est quoi? C'est les OP qu'on vient de présenter en off? C'est des produits que tu trouves toi-même? Enfin, comment ça se passe? Au début, même si je faisais ça en annexe, je cherchais, je visitais, je regardais, etc. Voilà. Aujourd'hui, avec le réseau qu'on a, qui est quand même assez conséquent, et moi à titre personnel et avec les différentes entreprises, entités autour, c'est plutôt des projets qui viennent à moi, qui peuvent pas s'adapter forcément à du locatif parce que trop gros, ou, Ok. voilà, pour une seule personne ou autre, donc on peut pas forcément mettre des clients dessus, c'est compliqué. Mais on peut mettre des clients par exemple derrière sur des plateaux qu'on peut, qu'on peut revendre. Donc c'est aussi des fois finalement on peut faire ça. Mais en général ça arrive. Là je prends un exemple en date je peux te prendre un exemple concret si tu veux. Ouais, Un dernier projet chiffré du vas-y, coup. carrément. Euh, Là, dernier projet que je suis en train de déboucler, fin juillet, donc peut-être que l'épisode sera pas sorti, je sais pas, mais en tout cas fin juillet 2025. Euh, c'est un agent avec qui je bosse qui m'appelle. On a déjà fait beaucoup de projets ensemble pour des clients, moi à titre perso, etc. Depuis 4-5 ans, on bosse ensemble sur une ville que je connais bien et qui me dit je dois rentrer ce bien, je dois le rentrer en mandat. À combien tu penses qu'il faut que je le rentre? Donc on arrive très en amont là, tu vois, c'est même pas on est en off-market, on est avant de rentrer un mandat et on doit donner une estime, tu vois, Énorme. à la place de l'agent. Parce que bon, c'est vrai que c'était un marché particulier, petite ville, mais à côté d'une ville moyenne, zone inondable, Ok. voilà, une longère, une ferme divisée en 8 appartes, voilà. Et je lui donne un prix et elle me dit bon ok d'accord. Je lui dis écoute moi ce prix je te le donne par rapport à un rendement locatif attendu d'un investisseur dans ces zones-là en fait, vu le risque zone inondable, vu le risque derrière aussi de vacances locatives parce que c'est à la campagne, etc. Et, euh, et je propose, donc elle rentre le bien à 10 000 euros près de ce qu'on avait dit, un peu plus cher. Elle rentre le bien et à ce moment-là je vais le visiter tout ça, je fais des vidéos, j'envoie des clients. Les Ok. clients me disent ouais mais quand même, petite ville, tout ça, nanani. Bon voilà, après je les adore nos clients, mais c'est vrai qu'il y en a des fois, bon, euh, investir sans avoir le goût du risque, c'est compliqué, tu vois. Voilà. Tout à fait. Donc il balaye un peu le projet, tout ça. Bon, je cherche pas trop et je dis c'est con ce projet, on peut pas le laisser passer. On est arrivé trop en amont dessus et donc du coup moi je signe, je fais une offre et donc du coup j'arrive à rebaisser le prix en plus et du coup je fais une offre et je signe un compromis en me disant je mets un compromis à 5 mois avec une faculté de substitution comme toujours parce que cette faculté te permet du coup de substituer qui tu veux derrière, donc éventuellement un client par exemple. Bon j'essaye tout ça mais pas de clients intéressés. Et nous la particularité c'est qu'en fait on n'est pas une agence IMO,
Donc en fait, les clients qui bossent avec nous, ils signent un contrat avec nous et on recherche pour eux à partir du moment où ils signent un contrat avec nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse base de clients qui attendent qu'on leur envoie un jour un truc. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment des clients qui sont investis et acheteurs. Donc on n'en a pas beaucoup, mais par contre, tout le monde va au bout. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas envoyer à 3000 personnes, tu vois, comme ça, qui seraient dans ma base depuis 4 ans. Voilà. Donc les clients qu'on avait en recherche active sur le moment ne prennent pas, toujours pas. Donc je prends et je me dis, putain, super rendement et tout en l'état, je garde dans mon patrimoine. Et c'est un truc que j'avais pas, tu vois, de l'immeuble comme ça, dans une très petite ville, dans un petit village et tout, j'avais pas du tout. Donc je me dis, bon, ben, c'est cohérent dans la stratégie, ça diversifie un peu, etc. Et je dis à l'agent, et à une agent qui bosse chez nous aussi, parce qu'on fait de la transac chez Artaï, mais dans d'autres villes, je dis, est-ce que vous pouvez me faire, les deux, des avis, des estimations en vente à la découpe? Combien on Ok. pourrait vendre dans chaque appartement? Création de copropriété, c'est ça et Voilà. ok. Ouais. Parce que je me dis, pourquoi pas? Je sais pas si, et je sais pas s'il y a une demande sur ça, sur des petits lots comme ça et tout. C'est des appartes entre T2 et T3, tu vois, avec des petits jardins pour certains et tout. Mais je te dis, c'est un village, je sais pas combien il y a d'habitants, mais 2000 quoi, tu vois. Voilà. Mais c'est 15 minutes d'une ville de 65 000 habitants. Tu vois. Ok. Donc, elles me font les estimes, et là, je tombe sur le cul, elles m'estiment le truc le double de ce que j'ai payé au total, tu vois, quand je cumule. Putain, Donc, énorme. donc là, je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire quand même. Ça serait dommage de le garder. Et voilà. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est effectivement finalement de substituer ma boîte de marchand de biens, enfin une de nos boîtes de marchand de biens, de commercialiser uniquement la moitié, donc 4 appartements sur les 8, les plus petits, Ok. et ceux où il y avait le plus de travaux à faire. Ce qui me permet du coup de garder le plus de tantièmes dans la copro et de rester majoritaire. Donc de décider de tout, mais de ne pas payer tout. Tu vois, ça, je l'ai déjà sur un autre immeuble depuis Ouais. longtemps et franchement, c'est assez confortable. Tu vois, d'être majoritaire dans une copro et de décider, mais de ne pas payer. Enfin, pas la totalité. Surtout quand tu dois refaire une toiture ou des façades. Et du coup, on a fait ça. Et donc, j'ai intégré une clause de. On a fait un avenant pour intégrer une clause de pré-commercialisation. J'ai voulu intégrer une vente à terme, une clause de vente à terme pour payer plus tard, donc acheter aujourd'hui, payer plus tard, pour justement ne pas avoir avancé les sous, etc. Mais ça s'est pas passé, par contre, le vendeur n'a pas voulu. En fait, je pense que en vrai, c'est la notaire du vendeur qui n'a pas voulu. Ok. Le vendeur, je pense qu'il aurait été franchement OK. Tu vois, après une petite discussion à un resto, je pense qu'il aurait été OK, parce qu'on l'aurait rassuré. Tu vois. Mais voilà. Donc au final, bon, on se retrouve à acheter l'immeuble comme ça, on ne prend pas de financement. Parce qu'on sait que derrière, on a les ventes qui sont déjà actées, puisque les quatre sont sous compromis déjà. Et sur les 4, il y en a 3 qui ont leur offre de prêt validée et tout ça, donc ça va aller au bout. Et on attend la quatrième. Donc finalement, avec ces 4-là, on rembourse à peu près 90% du projet. Putain, donc ouais, du coup, tu te retrouves avec 4 appartes en locatif qui, eux, rentrent dans ton patrimoine Voilà. stable en payant 10% de la valeur, on va dire, globale, quoi. C'est énorme. Exactement. Et les chiffres, c'est achat 320 global avec les frais à taux Ouais. réduit avec engagement de revente. Ok. Et donc valeur de revente 620, donc quasiment le double, quoi. Putain. Belle Ouais. OP, quoi. Ouais, belle OP. Sans faire grand chose, si ce n'est changer deux fenêtres, changer une VMC qui ne marche pas dans un appart, et les frais de mise en copro. Euh, voilà, et c'est tout, quoi. Au final, pas grand chose, quoi. Quelques frais financiers, mais pas beaucoup parce qu'on finance en fonds propres quasiment tout. Donc, Ok. Bon, bah écoute, énorme. Et du coup, ça me permet de découler maintenant sur Artae, qui est ta société de clé en main. Tu peux nous dire déjà quand est-ce que tu l'as créée et surtout pourquoi tu as décidé de créer cette société? je l'ai créé, Artae, on l'a créé il y a 3 ans. Mais avant ça, j'avais fondé un site qui s'appelle investiratoulouse.com et sur lequel, qui est toujours actif, enfin qui est toujours en ligne, mais qui est plus très actif puisque ça a été basculé sur Artae. Et j'accompagnais, en plus de mes activités de salarié à l'époque, des gens à investir dans l'immobilier qui me le demandaient parce que ils avaient lu mon bouquin, vu des vidéos ou quoi, voilà. Et, euh, et encore, c'était plutôt mon cercle proche d'ailleurs au départ. Ok. Et puis j'ai fondé Artae, pourquoi? Pour, on va dire rien à voir avec ça au début, c'est-à-dire j'ai créé Artae pour que ce soit une agence immobilière classique parce que ma belle-fille, qui était en BTS profession immobilière à l'époque, cherchait une alternance et que un agent avec qui je bossais chez Human Immobilier en centre-ville de Toulouse m'avait dit si un jour Sabrina ma femme et toi vous montez une agence, je viens bosser avec vous.
J'ai dit, ben, let's go, on va monter une agence pour que tu viennes bosser avec nous et tu vas prendre sous ton, sous ton épaule, tu vas prendre avec toi Jade, qui est notre belle-fille, et que tu vas la former en alternance. Comme Ok. ça sera son agence demain. Et, tu vois, donc c'était plutôt un projet familial au départ pour ma belle-fille. Il se trouve que cet agent qui est venu de chez Human, donc il est venu, il est tombé malade au bout de 2 mois, donc bon ben pas de bol pour lui surtout, et du coup, alors il va très bien maintenant aujourd'hui, mais il est tombé malade et il a dû arrêter. Ok. Jade s'est retrouvée un peu isolée dans cette agence, on avait pris une agent co-supplémentaire et tout, mais bon voilà, elle s'est retrouvée un peu isolée. Au final, ça lui a pas plu, peut-être aussi pour ça, parce qu'elle s'est retrouvée un peu toute seule. Et moi, j'étais à l'époque à la direction, digitale chez Safety, au comité de direction, qui venait de me chasser et de me tirer d'une boîte dans laquelle j'avais passé 4 ans et demi au comité de direction. Ok. Et ça l'a pas du tout fait avec Safety, qui d'ailleurs, le slogan à l'époque était Safety, ça le fait. Mais moi, vraiment, ça l'a Ça le fait absolument pas. pas fait. Ah ouais, j'avais fait un post LinkedIn quand je suis parti justement, un peu Safety, c'est fini, quoi. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, je suis parti au bout d'1 mois et demi, vraiment. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, tu vois. T'as Artae, ça vivote, ça fonctionne pas. On voit que la transac, c'est un métier compliqué, parce qu'en face, tu as du Orpi, du Century, etc. Et tirer son épingle du jeu en transac, je sais pas, élément différenciant au niveau de la concurrence en transac, franchement, j'ai jamais trouvé. Je te jure, il y en a qui ont essayé, hein, les agences de papa, ça a été un flop, les machins. Soit ils ont essayé sur le forfait, les honoraires. En fait, le seul élément différenciant à chaque fois, c'est baisser tes honoraires. Enfin, tu vois. Donc très compliqué. Donc là, j'ai dit, bon, ben, ta légitimité, elle est sur l'investissement clé en main. Tu as une fibre entrepreneuriale en toi depuis toujours. Reviens dans l'entrepreneuriat pour de bon à 300%. Et ce que tu fais à côté en mode 30%, fais-le à 300%. Et du coup, on a transformé Artae en une boîte d'investissement clé en main. Et on a basculé des clients d'Investir à Toulouse là-dessus. Et là, j'ai commencé à structurer une équipe. Et fait de rencontres, on a pu développer d'autres villes. Et c'est pour ça aussi qu'on ne s'est plus appelé Investir à Toulouse et qu'on s'est appelé Artae et que ça avait du sens. Ok. Et du coup, j'ai une question qui est coupée en deux là. Là aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent au sein d'Artae? Et surtout, comment tu as fait pour intégrer ces personnes à tes équipes? Et là, je pense aussi notamment à Alex, du coup, parce qu'il m'avait expliqué un petit peu comment ça s'était fait initialement. Donc voilà, si tu peux Ouais. développer un petit peu là-dessus. J'avais écouté l'épisode d'ailleurs que tu as fait avec Alex. Et ben Alex a été un des premiers finalement indépendants. Aujourd'hui, pour répondre à la première question, on est une vingtaine. Ok, On a à peu près 12 salariés et le reste, ce sont des indépendants. ok, Voilà, donc c'est le modèle. Les salariés étant exclusivement sur la région toulousaine et s'occupant de fonctions sinon sièges à disposition d'autres villes. Et on est présent du coup à Toulouse, à Lyon, à Troyes et la partie Seine-et-Marne, à Bordeaux, à Pau, mais on va arrêter, et au Portugal, à Porto et en Algarve. Et quand je cite des villes, c'est, on va dire, tu prends une ville et un rayon d'1 heure autour. Voilà. ok, Avec quelques particularités, par exemple la région lyonnaise, on est plutôt sur le nord de Lyon, type l'axe, tu vois, ça va être Villefranche, Mâcon, Bourg-en-Bresse. Tu vois, ça va être ok, à peu près ça. On n'est pas vers le sud, tu vois, côté Valence, on va pas y être. Euh, et après, oui, comment j'ai fait la première personne que j'ai embauchée en tant que salarié dans la boîte, en dehors de ma belle-fille qui était en alternance, c'est pour le marketing et la communication. Donc, ce qui est assez rare dans les boîtes, parce qu'en général, les boîtes, et je prenais l'exemple des artisans au début de l'épisode, les boîtes mettent tout sur le métier et très peu sur la com. Et en fait, moi, je suis issu vraiment de, comme je te disais, l'e-commerce, le marketing digital, etc. Et je voulais d'abord avoir des clients aussi avant de avant démarrer, ouais. juste de démarrer, parce que voilà, c'est la base, quoi. Donc, première personne, c'est la com. Moi, je gérais un peu tout seul avant ça. J'avais déjà une agent co sur la partie transac. Alex aussi est arrivé donc sur la partie lyonnaise. Alex, on s'est rencontré sur des séminaires que j'organisais à l'époque à Toulouse, qui s'appelait Séminaire s'enrichir grâce à l'immobilier, qui est le nom de mon bouquin. Et du coup, on s'est rencontré comme ça, très bon feeling. Et toute la boîte, je ne vais pas te faire le détail du tout, mais toute la boîte s'est développée comme ça, avec des opportunités, des rencontres, du feeling. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'a dit, ou à qui moi j'ai dit, il y a peut-être des trucs à faire ensemble. Et d'ailleurs là, dans 1 heure, j'ai un déjeuner avec une personne qui m'a sollicité, qui m'a dit, je fais le même job que toi,
mais je le fais dans des régions touristiques pour de la location saisonnière et récréative, type montagne, mer, etc. Ok. Je le fais tout seul jusqu'à présent. Je sature, je ne sais pas faire, je ne sais pas structurer. J'ai besoin de m'associer avec quelqu'un qui sait faire. Est-ce que tu es OK, tu vois, pour qu'on se parle. Et c'est comme ça en fait que ça se développe, Artae. Pareil sur le Portugal. Moi, je voulais beaucoup le faire depuis longtemps au Portugal parce que je le faisais déjà moi tout seul. Et j'ai rencontré une personne qui est pas du tout portugaise, mais qui parle très bien portugais et qui adore le Portugal et qui du coup développe aujourd'hui le Portugal, tu vois. Trop bien. Et qui est venu me solliciter au départ pour la région de Bordeaux, tu vois. Donc je me suis jamais dit, tiens, l'année prochaine je vais développer Nantes, Montpellier, Lille. Non, je me laisse porter par ça et je me dis, moi, mon focus c'est continuer de grossir sur les villes où on est déjà. Et je sais que le développement sur les autres villes, elles peuvent venir d'un auditeur à toi, d'un auditeur d'un autre podcasteur, d'un appel finalement à candidature libre, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Bah, c'est plus l'opportunité, le réseau, les rencontres qui font qu'aujourd'hui tu t'es développé comme ça. Et qu'est-ce que tu vas regarder chez une personne justement avec qui tu vas travailler? Euh, Absolument pas ses diplômes, ça c'est certain. Mhm. Absolument pas ses diplômes. Je suis pas du tout. Et pourtant j'ai fait des études, hein, comme je le disais, mais j'aime pas ça. J'aime pas cette approche franco-française de dire la première ligne des critères, c'est d'abord le bac plus quelque chose. Euh, Moi, ce qui va compter, c'est le plus quelque chose en matière d'expérience, D'accord. euh, voilà, que de diplôme et de temps passé sur les bancs d'école, en fait. C'est plutôt ça. Donc, un, c'est soit expérience, mais en vrai, c'est pas. Si tu regardes les gens qui sont chez moi, c'est pas vraiment pour ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. C'est plus les gens qui vont être très impliqués, qui ont envie de monter en compétences, qui savent se remettre en question. Ça, c'est des grosses qualités pour moi intrinsèques aux gens euh, pour que je travaille avec eux. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et ce que je vais regarder aussi, c'est leur capacité à évoluer dans la boîte. Tu vois, c'est-à-dire pas à rester à leur place, parce qu'une boîte comme la nôtre, il faut être hyper agile. Et ce que j'aime chez un profil, c'est qu'il soit couteau suisse. Tu vois que d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, tu découvres un nouvel outil. Tu vois, et c'est génial, je trouve, pour la personne, parce que bah, du coup, c'est hyper valorisant, et c'est génial pour la boîte. Et Oui. c'est confortable pour moi aussi, on va pas se mentir. Et voilà, et c'est des recrutements que j'ai fait d'ailleurs. Je les ai très peu faits sur une offre d'emploi. C'est aussi du réseau, de la rencontre, de l'opportunité. J'aime bien en fait aller dire, taper à la porte de quelqu'un que tu vois que je suis depuis un moment, que j'apprécie. Je dis, tu veux pas bosser avec nous? Et il y a des gens, je leur ai dit ça il y a 3 ans et ils sont arrivés il y a 2 mois, tu vois. Parce que, tu vois, Le temps que ça cogite, ouais. ouais. Et puis tu sais, c'est aussi, on est une petite boîte, l'équilibre est fragile. C'est pas, tu vois, tu viens pas travailler chez Airbus ou Sanofi, quoi. Enfin, tu vois, c'est donc. Ben, il y a des gens qui ont besoin de sécurité, des gens qui ont besoin de réfléchir longtemps. Et là, typiquement, cette année, j'ai 2 personnes qui sont arrivées. Je leur ai proposé de venir. Il y a pour l'une il y a 3 ans et pour l'autre il y a 4 ans. Avant même qu'Artae existe. C'est-à-dire, c'était déjà investir à Toulouse, tu vois. Enfin, c'était encore investir à Toulouse. Donc voilà, et au final, les gens ont fini par venir. Donc ce qui est cool, c'est que ça prouve que notre boîte est plaît, est solide, tu vois, et a prouvé que elle pouvait être résiliente malgré la crise, parce qu'on vient de passer quand même 2 sales années là, tu vois. Oui, c'est vrai. 2022-2023, c'était Avec la pas hausse des taux, terrible. ouais. 2024, pas terrible non plus, ouais, même 3 années, on va dire, tu vois. Donc, et il y a beaucoup de boîtes comme les nôtres d'ailleurs qui sont en redressement ou qui ont été liquidées. Euh, et voilà, et nous on est là, donc c'est vrai que ça me rassure aussi, ça rassure les équipes. Ok. Et maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, est-ce que tu sais, au sein d'Artae, combien vous avez accompagné de clients au global à peu près? Alors, de clients, je sais pas, de projets, plus de 200. Plus de 200 Euh, projets, ouais. ouais, mais il y a des clients qui ont fait plusieurs projets. Voilà, honnêtement, j'ai pas l'info sur les clients. Voilà, les projets en moyenne, c'est 160 000 euros à peu près, tu vois, tout compris. Donc ça reste du petit projet en général. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on sait faire que ça, hein, puisque d'ailleurs, tu as été client chez Artae et Oui. tu n'as pas fait ça. Mais notre cœur vraiment de business, c'est le studio en centre-ville. Voilà. Ça, c'est vraiment notre cœur de business, studio T2. Parce que la plupart des gens veulent faire un premier projet pour essayer, donc on ne va pas partir sur un immeuble tout de suite, on ne va pas partir sur une grosse colocation, on ne va pas partir sur une location thématique, un truc un peu risqué, tu vois. Ils vont partir sur un truc safe, bien placé, grosse tension locative, petite surface,
Voilà, locataire qui paye parce que moins de 30 ans, jeune actif, voire étudiant, papa, maman, etc. Voilà. Ok. Et dans cette activité de clé en main, est-ce que tu peux nous donner, à ton sens, les critères qui font que tu arrives à te différencier par rapport à tes concurrents et qui fait que du coup, tu arrives à avoir pas mal de projets clients, enfin de clients et du coup de projets clients? Je pense que c'est le retour qu'on a des prospects hein, qui viennent nous Ouais. voir et voilà, qui consultent aussi d'autres. Je pense qu'on est quelques-uns quand même sur le marché à faire du bon travail, honnêtement. Mm. Et ce qui va faire la différence après, c'est l'expertise locale. C'est-à-dire que tu vas avoir sur notre marché, tu vas avoir des gros acteurs nationaux, mais qui sont tellement dispersés, tellement dilués qu'en fait, toi, tu vas parler à un commercial qui va jamais exécuter ce que tu fais, in fine. Donc en fait, bon, ça rassure un peu moins. Nous, tous les gens qui vont discuter avec nos clients, enfin nos prospects avant qu'ils deviennent clients, ce sont des gens qui vont exécuter le business derrière. Donc, si tu veux, la réalité du marché, elle est connue depuis le début. Tu ne peux pas vendre de conneries. On pourrait faire plus de volume si on vendait plus de rêves, mais ce n'est pas notre ADN. Nous, on Ok. aime bien vendre des projets réalistes / pessimistes pour que le client soit plus, on va dire, soit davantage surpris et agréablement surpris dans le bon sens du terme, plutôt que de lui vendre un truc pour qu'il signe et qu'à la fin, tu n'arrives pas à lui délivrer la réalité des choses. Parce que notre force aussi, bon, évidemment, on est hyper spécialiste du local. Hein. Franchement, enfin, sur Toulouse, c'est nous qui faisons le plus de projets, même par rapport aux gros acteurs nationaux. C'est nous qui faisons le plus de projets sur Toulouse, donc on est quand même très, très, très connus là-dessus. Sur Lyon, enfin, toute la zone Villefranche-sur-Saône, on en fait aussi quand même pas mal. Le Portugal, on commence aussi à tirer notre épingle du jeu, tu vois. Sur la ville de Troyes, la Seine-et-Marne aussi, ça fait pas longtemps qu'on y est, on commence à développer. On est déjà en train de déboucler plusieurs immeubles et plusieurs appartements. Donc on a cette expertise locale et après, ce qui rassure nos clients, c'est que on gère la définition du projet, l'acquisition, les travaux, l'ameublement, la décoration et la mise en location. Ça veut dire que si on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied, nous, entre collègues à l'intérieur, en disant bah, tiens, on va dire que ça se vend tel prix, puis la gestion locative, ils se démerderont avec, ou alors on va dire qu'il y a tant de travaux, puis là, l'équipe travaux, elle se démerdera avec, ça marche pas. Tu vois. C'est ça. Voilà. Donc, comme on est un peu garant moral finalement de toutes les étapes, ben, finalement, tu sais que le client, il sait que si tu lui dis quelque chose, vu que c'est toi qui vas l'exécuter derrière, tu n'auras pas le choix que de le faire en fait. Tu vois. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans le niveau locatif pour le pousser Euh, en fait à franchir le pas? alors, qu'est-ce que je lui dirais? Alors, déjà, je lui poserais, ça serait une question, c'est pourquoi? Hmm. pourquoi, pourquoi? Et en fonction de sa réponse, il peut y avoir plusieurs réponses. Euh, Ce qu'on constate nous quand même souvent, c'est la peur, clairement. C'est la peur de faire une erreur, la peur de mal acheter, la peur de pas louer, la peur des dégradations. C'est pas la peur des impayés, honnêtement. J'en entends souvent parler, mais moi, c'est pas ce que je constate. Ok. C'est plus la peur de pas savoir quoi acheter, comment rénover, etc. Le sujet travaux, il est quand même aussi important. C'est vraiment un point crucial dans l'investissement locatif, parce qu'il y a vraiment de tout dans ce monde. Donc se faire accompagner par des équipes solides, c'est important. Et ensuite, je dirais le manque de temps et de réseau, clairement. C'est vraiment ouais, les principales lacunes des gens qui viennent nous voir. Euh, donc nous, on a souvent des clients qui cochent plusieurs cases. C'est-à-dire les cases qui peuvent cocher, c'est manque de temps, manque de réseau, peur de faire des erreurs, manque d'expérience et juste besoin d'être rassuré. C'est aussi ça. Voilà. Et souvent, ils cochent au moins deux, trois cases. Hmm. Bah, moi, je cochais la case. Moi, j'avais déjà investi dans le locatif, hein, j'avais 5-6 apparts déjà. Et moi, la grosse case, c'était manque de temps. La période où Mm. j'ai sollicité Alex et où j'avais besoin Ouais, ouais. d'investir. Donc tu vois, c'est pas parce que tu sais faire que tu ne peux Hmm. pas déléguer. Et moi, ça a été mon erreur, hein, franchement, pendant beaucoup d'années. C'est-à-dire que je sais faire quand même beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, le couteau suisse dont je te parle, c'est un Oui, peu mon ADN et c'est aussi pour ça que j'aime bien m'entourer de gens comme ça. Et en fait, je sais faire tellement de choses que je me dis, mais pourquoi je vais la déléguer? Sauf que au bout d'un moment, bah, tu peux plus. à 25 ans, tu peux faire plein de trucs. Hmm. Et bon, quand tu commences à avoir une vie, des enfants, des machins, différents projets, de la santé qui est, enfin, moins de forme aussi, tu vois, parce que bon, je veux dire que t'es moins en forme à 40, qu'à 30, qu'à 20. Donc, tu le ressens tout ça. Au bout d'un moment, tu accuses le coup. Et c'est là que tu te dis, finalement, j'ai pas délégué plus tôt, j'aurais dû, bon, c'est trop tard, mais par contre, il faut que je le fasse maintenant, et ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Hmm. Ok. Et pour terminer sur le chapitre Artae, c'est quoi ton ou tes objectifs à, on va dire, à moyen long terme avec Artae?
Mon objectif, c'est de vraiment devenir des référents dans les villes dans lesquelles nous sommes. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ça, c'est... Voilà. Je suis pas intéressé par être partout en France. Vraiment, c'est pas le but. Mais par contre, là où on est, je veux qu'on soit, irréprochable sur ce qu'on fait. Ça, auprès des équipes et tout ça, en matière de qualité délivrée. Et deux, qu'on soit un des référents. On ne pourra pas être le seul, c'est sûr, mais Mm. en tout cas, dans le top 3 des gens à qui on pense pour investir dans le locatif dans ces villes-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir par ChatGPT, tu vois, qui nous disent je vous ai trouvé grâce à ChatGPT. Ah, énorme. Donc, Ok. c'est que ChatGPT nous recommande sur des villes comme Toulouse, par exemple, tu vois, où on est très référent. Et à côté de ça, il y a des acteurs nationaux, parce qu'il faut qu'ils en mettent 4 ou 5 à chaque fois, tu vois, mais qui, franchement, font quelques projets par an et c'est tout, tu vois. Donc, ouais, c'est ça qui me ferait plaisir. Et après, ce que j'aime, c'est l'aventure humaine, quoi. L'aventure humaine, et c'est, tu vois, on fait des team building et des séminaires entre équipes où j'amène tout le monde et je sacrifie de la marge, on va pas se mentir, hein, clairement. Et j'ai amené tout le monde au Portugal la première année, tout le monde au Maroc la deuxième. Là, j'amène tout le monde au Canada pour la Ah, troisième année, stylé. tu vois, pour faire un team building, une semaine complète, tu vois, avec plein d'activités, le truc et tout. Et bon, je te cache pas, hein, ça coûte 20-30 000 balles à la boîte. Ouais, là même, je pense plutôt 30 000 sur le Canada pour le coup. Mais donc c'est du résultat en moins. Mais je trouve que c'est tellement important tu vois, de faire Mais profiter tout le monde parce que c'est un travail d'équipe, quoi. c'est Tu vois, ça. Une équipe soudée et puis cohésion, tu vois, c'est hyper important. bah, carrément. Ok. Et là, j'ai encore quelques petites questions, trois, quatre questions. Parce que du coup, tu cumules, on va dire, toutes ces activités, plus aussi l'activité de podcasteur. Mhm. Donc, tu animes en fait un podcast chaque semaine. Tu fais comment, du coup, pour déjà être régulier et ensuite pour trouver des sujets ou des invités? Bah, je le suis plus. C'est compliqué. Pendant quasiment 2 ans, j'ai fait 2 épisodes par semaine. Ok. 2 épisodes. Donc tu sais ce que c'est. T'as vu que tu vois déjà quand tu fais un épisode, voilà, enfin, un épisode, on va dire isolé, c'est déjà, tu vois, quand même du temps. Donc quand tu as fait 2 par semaine, c'est complexe. C'est énorme, ouais. Voilà. Et bon, ça j'ai arrêté là depuis quelques mois. J'essaie d'en faire que un par semaine. Euh, Ce qui est bien, hein, ce qui est énorme, hein, déjà. ouais, c'est bien. Mais là j'en suis au 270, je crois. Donc ça fait quand même beaucoup d'invités, beaucoup de sujets traités. Donc là, clairement, la transformation du podcast qui va s'opérer là d'ici la fin de l'année, c'est que le podcast va devenir un peu le podcast d'Artae et plusieurs personnes vont prendre la parole dessus, c'est-à-dire des collaborateurs de la boîte. Tu vois, par exemple, notre architecte d'intérieur va pouvoir prendre la parole sur des sujets d'architecture d'intérieur, notre chasseur sur des sujets de chasse, la personne qui s'occupe des travaux sur un sujet de travaux, et va pouvoir aussi donner la parole à des interlocuteurs justement cohérents par rapport à leur métier, à leur mission. Tu vois. Ouais, Donc trop bien. l'idée, c'est un peu déjà parce que peut-être que les gens, ça les saoule au bout d'un moment aussi d'avoir le même animateur pendant 3 ans, même s'il y en a qui sont là aussi pour ça. Donc tu vois, il faut arriver à avoir. Et puis parce que j'ai envie de renouveau et j'ai envie aussi, encore une fois, pour cette alchimie d'équipe, de faire participer tout le monde. Je trouve que c'est vachement important. Et encore une fois, ça va permettre de faire monter en compétences, tu vois, et de débloquer un nouveau skill pour les équipes qui est animer un truc, tu vois, poser des questions, avoir cette interaction, quoi. Ok, bah, je trouve ça trop bien, tu vois. C'est un peu comme une boîte, tu vois, une aventure entrepreneuriale. Du coup, t'es Ouais. mobile et puis tu t'adaptes et trouves des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire. Ah, c'est énorme, tu vois, je sais pas. On l'a commencé sur YouTube, ça, depuis quelques mois, sur la chaîne YouTube de Money Tree, du coup, le nom du podcast, qui est du coup Money Tree par Artae, qui deviendra certainement la chaîne d'Artae demain, où justement on partage des vidéos sur le terrain, sur les chantiers, des choses comme ça. Ben, d'ailleurs, Alex, dont on parlait tout à Alex est l'heure, passé, ouais. se met en scène, un grand talent d'acteur. Et, non, franchement, en vrai, il est flippé à chaque fois pour ça, mais il passe bien. Carrément. Et voilà, on a Arthur sur Toulouse, on a Manon qui était architecte d'intérieur chez nous, qui est parti mais qui a joué le jeu aussi et qui du coup maintenant on a une autre archi dans la boîte. Mais voilà, il y a Sabrina sur la partie travaux, il y a plein de monde qui va se mettre en scène et ça c'est cool parce que du coup c'est la vraie vie en fait, tu vois. C'est pas de la théorie, c'est la vraie vie. Voilà. Ok. Plein de choses à suivre alors. Et justement, moi, si je suis stagiaire, je viens, on va dire, une semaine ou peut-être même plutôt un mois.
chez toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu as, on va dire, un fil conducteur? Est-ce que, par exemple, je sais pas, tous les matins, tu as une sorte de morning routine ou est-ce que c'est plutôt en fonction de tes rendez-vous, tes visites, etc. Comment ça s'articule une semaine ou un mois avec toi? C'est le bordel. C'est ça qui est bon. Euh, on a eu un stagiaire là pendant une semaine et demie, Ouais, qui est le fils. C'est marrant parce que, parenthèse, c'est le fils euh, d'une coach en management que j'ai eu quand j'étais salarié et que je devais prendre un poste de direction un peu structurant. Mon employeur m'avait mis un coach, excellente coach, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai fait tout ce que j'ai fait depuis. Donc ok. c'était il y a une dizaine d'années. Et du coup, on a toujours gardé contact. Et là, on a retrouvé son fils. Bon, il est rentré. Apparemment, il a dit waouh, franchement, ça m'a changé de France 3. Il avait fait un stage chez France 3, tu vois, où il disait bah, chez France 3, les mecs, ils arrivent, ils boivent le café. Ça dure une demi-heure. Après, ils se mettent autour d'une table et ils discutent d'une réunion. Tu sais pas à quoi ça sert. Après, ils refont une pause pour boire un café. Après, ils vont tous manger. Bon, il me dit franchement, je sais pas ce qui branle, mais pas grand chose. Quoi. Et, et là, au final, nous, ça part en live. Il n'y a pas d'horaire chez nous, donc en fait, chacun arrive quand il veut, chacun fait ce qu'il veut, etc. Et au final, tout le monde travaille quand même. Hein, c'est pas un sujet. Mais si tu veux, tu gères des urgences, tu gères des imprévus, tu remplaces le collègue qui n'a pas pu faire ci parce qu'il est bloqué, etc. Donc en fait, c'est jamais une journée pareille. Voilà. C'est très, c'est c'est indescriptible. Voilà. Et pour chaque personne de l'équipe. Voilà. Et pour moi, c'est pareil. Donc, je peux pas te répondre à ça. En tout cas, il n'y a pas de, il y a Si, pas t'as de répondu, journal de hein. bord. T'as répondu, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Mais ouais, tu t'adaptes après en fonction de, voilà, comme tu dis, des urgences et de tout ce qu'il y a à gérer. Ok. Trois dernières questions, Julien. Est-ce que tu as d'autres passions que l'immobilier? Passion, des J'en, passe-temps j'en ai eu. Ouais. J'en ai eu. J'en ai eu. J'ai eu une passion au poker pendant de longues années. Ok. J'ai beaucoup joué au poker. J'ai rencontré ma femme autour d'une table de poker. On a voyagé pour le poker partout, enfin dans différents pays aussi du monde, faire quelques tournois, etc. Jouais beaucoup, 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 et en ligne et en live. C'était une vraie passion pour le coup. J'avais monté une grosse association aussi avec d'autres personnes sur Toulouse, qui existe toujours d'ailleurs, pour jouer au poker, etc. Bon voilà, je m'étais très investi dans le monde du poker. On avait créé un magazine aussi, tout ça, un gros forum. Et voilà, après ça m'est passé un peu quand j'ai eu mon fils en fait, parce que Ok. c'était plus compatible de jouer beaucoup et d'élever un enfant. Euh, voilà, donc et de répondre à ses besoins. Ensuite, j'ai eu la course à pied, puis le triathlon. Pendant de longues années aussi. J'ai arrêté le triathlon en 2019. J'en ai fait beaucoup. Mon fils en fait depuis qu'il a 6 ans. Aujourd'hui, il a 15 ans, tu vois, c'est sa 9e saison. Ma femme s'est mise aussi au triathlon. Elle a arrêté un petit peu là, mais elle en a fait aussi plus longtemps que moi. Voilà, donc c'était une vraie passion aussi qu'on pouvait partager un peu en famille, même si j'aurais préféré la conserver celle-ci parce que c'était la plus saine pour la santé. C'est ça. Et qu'aujourd'hui je le ressens physiquement, mais voilà, et puis je peux plus partager ça avec mon fils parce que bon, maintenant il va trop vite et moi j'ai plus envie d'aller faire 5 heures de vélo quoi, quand il pleut un dimanche matin. Du coup maintenant ma passion c'est pas forcément l'immobilier, c'est le travail en fait. C'est vraiment et j'aime pas dire ça parce qu'en fait c'est dur pour ma famille, c'est dur pour ma femme, c'est dur pour les enfants et tout ça. Mais malgré moi, j'aime ça en fait. Un week-end où je n'ai pas un peu de truc, de matière, tu vois, de boulot à faire, je sais pas, C'est pas un bon week-end. je suis pas bien. C'est horrible à dire, mais j'arrive pas. Et c'est pas bon, hein, c'est pas bon pour ma santé mentale, c'est pas bon pour ma santé physique. Donc surtout que j'ai plus l'exutoire du sport, tu vois, comme avant. Alors même si je cours, j'essaie de courir, tu vois, une ou deux fois par semaine, mais c'est rien par rapport à 10-15 heures d'entraînement semaine que j'avais avant, quoi. Et voilà, c'est triste, tu vois, je m'en veux même de ressentir ça, mais pour moi c'est ça. Donc je me donne, tu vois, encore 3 à 5 ans où j'espère que ça va me tenir, tu vois, à m'animer pour continuer de développer et tout ça. Et après, je pense qu'il faudra que je ralentisse au niveau familial et au niveau santé aussi, tu vois. C'est Hmm. important quand même de regarder ce qui va arriver après, quoi, parce que j'espère vivre encore quelques années, quoi. Ok. Bah, du coup, ça fera, enfin, tu verras la dernière question du podcast, mais déjà l'avant-dernière, est-ce que tu investis ailleurs qu'en immobilier? L'immobilier, le marchand, etc. Oui. Est-ce que tu as d'autres supports? Et si oui, tu investis dans quoi?
J'ai beaucoup fait de crowdfunding dans le monde de l'immobilier. D'accord. À un moment, j'ai vite arrêté quand la crise a commencé à arriver de la promotion, etc. Donc j'ai perdu un peu d'argent sur les derniers projets, mais ça va. J'en avais quand même pas mal gagné avant. Et j'utilisais la trésorerie de ma holding en crowdfunding. Donc c'était que la trésorerie pro, j'ai jamais trop fait en perso. Ensuite, j'ai un peu de marché financier, mais j'ai essayé de faire du stock picking, mais c'est pas mon univers. Donc en fait, je me suis un peu cassé la gueule. Donc je fais plutôt de l'ETF et du marché long terme. J'ai fait de la crypto comme beaucoup en 2020 quand voilà, j'avais acheté du Bitcoin à l'époque à 7 000 8 000 euros. Voilà, que j'avais revendu quand c'était 60. Joli. Et depuis, ouais, alors j'avais revendu partiellement entre temps Ouais, parce que tu sais, rares sont les personnes qui ont vraiment fait les 100% de la c'est ça. différence de valeur, tu vois. Mais donc voilà, mais j'avais au global fait un x2 sur la crypto et je me suis dit ça c'est pas pour toi en fait, donc arrête. Et donc j'ai arrêté. Et j'aime beaucoup l'art, en l'occurrence la peinture, tout ça. Donc je m'étais fait accompagner. Tu vois, pareil, même démarche que Artaï pour l'IMO. L'art, j'adore. Je pense que c'était important de diversifier là-dedans pour moi aussi parce que j'aime ce côté où tu peux en profiter chez toi et tu peux arbitrer quand tu veux aussi. Il y a un marché international à partir du moment où tu achètes des artistes internationaux. Ok. Tu vas acheter l'artiste local du coin, c'est pas du tout. Voilà. La galerie du coin, elle va te vendre des artistes locaux, enfin c'est pas ça. Mais si tu achètes un artiste international, là, tu as vraiment un marché international. Donc finalement, la liquidité de ton œuvre, elle est quand même importante et tu peux vite la changer, tu vois. Ok. Euh, et du coup, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui fait de très très gros deals. Et quand je te dis très gros deals, c'est des deals à plusieurs millions de dollars, voire dizaines de millions de dollars sur des œuvres très importantes. Ça peut être du Basquiat, ça peut être du Soulage, du Warhol, etc. Évidemment, moi, j'avais pas ces moyens-là. Donc, tout penaud, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, voilà, mon budget, il est restreint. C'est pas du tout ce que tu as l'habitude de faire et tout ça, mais est-ce que tu serais d'accord? On a eu un gros feeling et du coup, il m'a dit, vas-y, let's go, je t'accompagne. Donc, j'ai acheté un truc à moins de 50 000, donc c'était, tu vois, pas non plus. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas par rapport à ce qu'il Oui, fait. c'est pas des millions non plus. Voilà, voilà. Donc, et figure-toi qu'il a voulu me le racheter, j'ai pas voulu. Ça fait quand même 4 ans qu'on l'a maintenant. Et là, on avait même signé un mandat pour qu'il nous le revende, donc avec une plus-value, etc. On avait signé un mandat. Et finalement, je me suis rétracté, j'ai pas voulu, je l'ai gardé. Et j'ai du mal à m'en séparer, c'est un peu la problématique, tu vois. Ok. Donc j'ai pas pris la plus-value et pour l'instant je l'ai toujours. Voilà. Mais ça reste quand même une réserve de valeur, tu vois, c'est comme je sais pas, une montre ou une voiture de collection, même si tu t'en sépares pas, tu sais que voilà, si vraiment demain t'es dans la merde, tu peux quand même vendre cet exactement, actif, quoi. exactement. Voilà. C'est bien assuré. Mhm. Il est plus chez moi et du coup voilà. Mais j'en ai profité longtemps chez moi. Enfin, comme là je déménage, de toute façon, voilà, j'ai dû le mettre ailleurs. Mais en tout cas. Ça m'a plu. Et ensuite, je suis pas très montre et tout ça, mais je l'ai fait dernièrement parce que j'ai un très bon ami qui bosse aussi chez Artae d'ailleurs, qui est fan de montres et qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, qui m'a dit tu devrais, tu devrais, tu devrais. Et je l'ai fait plus par diversification Ok. que par passion pour les montres, parce que moi avec ma Garmin, ça m'allait très bien, je pouvais faire les transitions en triathlon et tout. Voilà. C'est un peu moins difficile, c'est un peu moins facile avec des montres suisses. Voilà. Mais ouais, c'est tout. Et après, en termes d'investissement, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai testé un peu tout quand même. J'aimais bien, tu vois, tester un petit peu de trucs. Voilà. Mais c'est tout. Ok, bah c'est déjà pas mal, hein. Enfin, pas mal, Mm. c'est même énorme. Et dernière question, Julien, dernière question du podcast. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Ta vision à l'instant T? Pour moi, c'est s'épanouir en faisant ce qu'on aime faire. Euh, Idéalement sans stress. Voilà. Idéalement sans stress, ok. Ouais. Et c'est, tu vois, j'en discute, j'aime bien la psycho et tout ça, donc j'en discutais avec coach ou autre, et j'en discute aussi avec ma femme souvent, et je lui dis, en fait, ce qui est important, c'est que souvent les gens, ils ont tout pour être heureux, mais ils le sont pas forcément, tu vois, et c'est un peu mon cas. Et ce qui me manque, je crois, aujourd'hui, c'est de me détacher de choses dans lesquelles je suis trop impliqué émotionnellement. Et notamment la partie image, travail, satisfaction client,
Tu vois, j'ai une grosse obsession de la satisfaction client et du coup, ça m'épuise. Tu vois. Ok. Et je pense que il me manque ce détachement pour vraiment être très épanoui dans tout ce que je fais. Je suis très heureux au niveau famille, couple, euh, boulot, activité, etc. Mais j'en veux toujours plus, tu vois. Je suis toujours un peu un éternel insatisfait. Et il faut que j'arrive au bout d'un moment à me dire, ok, maintenant c'est stop. Regarde derrière toi, sois content de ce que tu as fait. Et même s'il y a des trucs pas bien et tout ça, ben, c'est pas grave, c'est partie de la vie. Et puis c'est quand même mieux que la moyenne, quoi. Donc arrête, tu vois. Et ça, j'ai du mal à le faire. Ok. Bon, bah écoute. Je te remercie en tout cas pour ton partage, Julien. Ben, je t'en prie, merci Romain pour cette conversation et puis m'avoir posé toutes ces questions qui font réfléchir aussi. Et tu vois, ça permet aussi de prendre du recul, je trouve, de faire des podcasts comme ça. Voilà. Exactement. Bah écoute, je te remercie, Julien. Je t'en prie, à bientôt, Romain. Salut. Ciao, ciao, ciao.